Live, Comment je me nourris ? Une émission présentée par Alice Vanoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. En collaboration avec les éditions Fernand Lanor qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel. Bonjour chers auditeurs de Radio Médecine Douce et bienvenue dans ce nouveau podcast en collaboration avec les éditions Fernand Lanor. Aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir de nouveau à mes côtés le docteur Christian Tal-Schaller, nommé Tal pour ceux qui le connaissent. Bonjour Tal. Bonjour Alice. Ça va bien ? Très bien, impeccable. Bon, alors Tal, pour vous présenter à nouveau à ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes un grand médecin suisse pionnier depuis plus de 50 ans dans la médecine holistique. Vous avez une vision globale de l'individu et vous l'accompagnez sur tous les plans de son être. Vous avez écrit avec votre épouse Joanne Razanama et Schaller, excusez-moi pour la prononciation, plus d'une 60aine de livres d'éducation à la santé globale et vous parcourez le monde entier pour enseigner que la santé et le bonheur, ça s'apprend. Alors dans ce podcast « Comment je me nourris », nous allons nous intéresser à votre vision de la santé et de l'alimentation holistique. Vous avez écrit de nombreux ouvrages à ce sujet aux auditions Lanor, comme « L'alimentation vivante »,« Les graines germées »,« Pensée bio pour cultiver des aliments naturels »,« Apprenez la santé naturelle »,« Hygiène intestinale »,« Respectez votre capital santé avec une alimentation consciente », et j'en passe. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Et donc aujourd'hui, c'est là-dessus qu'on va vraiment se pencher sur votre vision de l'alimentation, sur votre vision de tous ces plans de l'aide, comment les nourrir au mieux finalement. Tout à fait. Alors, je vais vous faire rire. Le premier livre que j'ai fait sur l'alimentation, j'étais très fier. J'avais fait un livre, je le donne à un patient, j'ai dit, dites-moi ce que vous en pensez. Il revient la semaine d'après, il me dit, votre livre, docteur Schaller, est sensationnel. J'étais très fier. Il me dit, pas pour ce que vous croyez. Il est formidable comme somnifère. Parce qu'on lit 3 lignes, comme il y a plein de mots qu'on ne comprend pas, on dort tout de suite. Il m'a dit... C'est bien ce que vous faites, mais on n'y comprend rien. Et alors, j'ai beaucoup travaillé pour arriver à dire des choses simples. Et ce que j'ai cherché à faire, par exemple, dans le domaine de l'alimentation, c'est de trouver les lois fondamentales. Parce que je ne voulais pas écrire un livre dont j'aurais honte l'année d'après. Et dans beaucoup de livres, c'est ce qu'on a. Par exemple, Oshawa, le père de la macrobiotique, il a dit des choses intéressantes sur le danger des produits animaux, mais lui, il trouvait que la cigarette, c'était génial, ça augmentait le yang. À l'époque, il ne savait pas ça. Alors, je me suis dit, quelles sont les lois fondamentales ? Et j'ai trouvé quelque chose de simple. Il y a une loi universelle de l'alimentation qui est la règle des 3 V. Le premier V, c'est le V de végétal. C'est que le corps humain a été conçu pour manger des végétaux. Et tout ce qu'on mange d'animal nous rend malade. Et ça, c'est prouvé aujourd'hui par d'énormes études que moi j'ai mis dans mes livres, portant sur des centaines de milliers de gens. Plus les gens mangent de produits animaux, plus ils sont malades. Plus on mange de végétaux, mieux on se porte. Parce que le végétal nous donne la vie, alors que le produit animal nous empoisonne. Mais ça ne suffit pas. Ça, c'est le premier V de végétal. Le second, c'est le V de vivant. C'est que si vous mangez des végétaux, mais tout cuits, comme font par exemple les macrobiotes, vous n'avez plus de vitamines et d'enzymes. Donc il faut avoir des aliments vivants, pas que ça, mais une bonne proportion d'aliments naturels, non trafiqués. Et ce qu'on appelle l'alimentation vivante, c'est des végétaux crus. Et ça, c'est l'alimentation de base pour se guérir si on est malade, ou pour bien se porter, ou pour battre des records. Énormément de sportifs aujourd'hui s'y sont mis à cette alimentation vivante. Alors, on le sait peu dans les journaux, parce que quand un sportif dit ce qu'il mange, le journaliste a peur de l'écrire parce qu'il n'a pas envie que les multinationales lui tapent sur les doigts. Alors, on ne sait pas, mais beaucoup de grands sportifs aujourd'hui mangent vivant. Il y a des exemples extraordinaires comme ça. Le dernier que j'ai vu pas plus tard qu'hier, c'est Florian Gomet. Oui. C'est un type qui a traversé l'Europe à pieds nus en courant tous les jours un marathon et en mangeant que des fruits et des légumes. C'est vraiment des exemples formidables. Il y en a plein d'autres. Mais l'idée, c'est que l'alimentation vivante, c'est vraiment la base d'une santé. Et c'est ce qu'ils font à l'Institut Hippocrate, qui est, je dirais, une des meilleures écoles de santé qui existent au monde, l'Institut Hippocrate à West Palm Beach en Floride. Ils font ça depuis 50 ans. Et vraiment, les gens, grâce à cette alimentation, vont tout de suite beaucoup mieux. Bien sûr, il n'y a pas que ça. Ce qui est important, c'est le 3e V. C'est le V de varier. C'est que, curieusement, l'alimentation vivante, c'est bien, mais si ça devient quelque chose de rigide, où vous n'allez plus jamais au restaurant avec les amis, vous n'allez plus jamais voir grand-maman pour manger un gâteau avec elle, vous devenez rigide. Et la rigidité tue. Parce que la santé, c'est une dynamique du changement. Donc, le concept, c'est que l'alimentation vivante, c'est bien, mais il ne faut pas en faire quelque chose de dogmatique. De temps en temps, ça n'a jamais tué personne de manger quelque chose même de malsain quand c'est un peu exceptionnel. Mais il ne faut pas que ça soit tout le temps. Alors, le concept, c'est de pouvoir aller par période. Alors, il y a un exemple que je donne,
que j'ai raconté dans mes livres, c'est celui de Mark Griffiths, qui est un malade du sida que j'ai connu il y a une trentaine d'années, et il était franchement mourant. Il était au bout du rouleau, 10 ans d'héroïne dans les veines, enfin bref, il était en très très mauvais état. Et il avait le sida. Alors je lui ai dit, vous voyez, 1000 mètres c'est la santé. Vous êtes à 50 mètres. Si vous continuez comme ça, vous serez vite dans la tombe. Alors je lui ai dit, ce qu'il faut, c'est faire un chemin de santé où vous allez remonter de 50 mètres jusqu'à 1000 mètres. Et là, vous allez faire du jeûne, d'alimentation vivante et tout le reste, toutes les techniques de santé holistique. Mais quand vous serez à 1000 mètres, alors, pendant un petit temps, vous ferez comme vous faisiez avant. Vous ferez la fête, vous irez boire des bières avec vos copains, mais vous allez voir que dès que vous reprenez le mode de vie d'avant, votre santé va baisser. Vous allez passer de 1000 mètres à 800 mètres. Et quand vous serez à 800 mètres, vous aurez de nouveau des articulations qui grincent, vous vous réveillez le matin lourd, vous serez moins bien. Et là, vous vous rappellerez qu'il faut refaire un parcours santé. Et pour moi, la santé, le fait de varier, c'est ça. C'est de pouvoir faire des choses par moment, mais de ne pas être dans un système rigide. Alors, moi, j'ai passé par toutes les écoles diététiques. J'ai fait 2 ans d'instinctothérapie, etc. Mais j'ai vu les limites. C'est qu'un système qui devient une sorte de secte, vous n'en sortez plus, vous n'allez plus jamais faire autre chose, c'est toxique. L'être humain a besoin de mobilité. Alors, si vous avez la chance d'être malade, mangez vivant pour vous guérir, mais ensuite, allez au restaurant une fois ou deux. N'entrez pas dans un système rigide. Alors, ça m'a valu quelques ennuis, par exemple. Quand j'avais fait mon premier livre, Viande et lait, qui montre à quel point c'est toxique, je l'ai envoyé au président d'une société végétarienne. En disant, vous allez parler de mon livre. Il m'a dit, je ne parlerai jamais de votre livre. Je dis, pourquoi? Il me dit, parce que vous n'êtes pas un vrai végétarien. Dans le dernier chapitre, vous dites que quand vous êtes avec des végétariens, vous êtes végétarien. Mais vous ne voulez pas être dans un système fermé. Si vous êtes des carnivores, vous ne voulez pas parler de ce que vous mangez. Parce que pour moi, celui qui a introduit cette nouvelle vision, c'est John Fitzgerald Kennedy, qui à Berlin a fait un discours extraordinaire. Il a dit, Ich bin ein Berliner. Et c'était une vision magnifique. C'est que la société que nous avons à créer, c'est que si je suis à Berlin, je suis un Berlinois. Si je suis avec des carnivores, je ne vais pas parler de végétarisme, mais je vais respecter les gens dans leurs coutumes. Si je suis à Madagascar, je vais respecter les gens comme ils vivent. Et ça, c'est la base de ne pas entrer en guerre. Parce qu'autrement, il y a trop de gens qui vont dans des régimes alimentaires, c'est des guerriers. Moi, je suis végane. Non, il faut être souple, il faut être fluide. Et surtout, il y a des choses qu'on peut faire pour soi, mais qu'il ne faut pas vouloir imposer aux autres. Mais complètement. Et en plus, il y a cette grande notion aussi de plaisir. C'est-à-dire que se nourrir, c'est avant tout aussi prendre du plaisir. Oui. Donc, à partir du moment où on s'impose des choses drastiques, où finalement, on est là à tout contrôler, à essayer de se couper des uns et des autres, la notion de plaisir, elle n'est plus là. Et moi, je prends souvent cet exemple dans la plupart des podcasts que je fais, c'est qu'on peut manger la plus saine assiette possible, vivant, variée, tout ce que vous voulez. Mais si on nourrit des pensées négatives, qu'on est entouré de gens qui nous plombent le moral, etc., en fait, on ne va pas pleinement jouir de ce qu'on est en train de manger. Et si on est là en plus à contrôler, à se dire, faut surtout que je mange 35 grammes de graines germées parce que si j'ai pas les 35 grammes, ça va pas aller. Mais en fait, je me fais des nœuds au crâne. Et puis, je vais pas du tout profiter pleinement de ce que je suis en train d'ingérer. Donc vraiment, le fait de se nourrir, c'est tout un environnement qui doit être propice au fait de bien profiter de ce qu'on est en train d'ingérer. C'est très important. Alors, il y a un point important à signaler dans l'alimentation vivante, c'est justement les graines germées. Parce que c'est comme des aliments extraordinaires. Quand vous pensez qu'avec un champ de tournesol, vous pouvez nourrir un département entier de France. Le tournesol, par exemple, c'est une graine qui germe très vite. Dès qu'on la fait tremper une nuit, elle germe. Et c'est un aliment fantastique. Et il y a des gens qui ont mangé que ça. Moi, je l'ai fait une fois, j'ai mangé pendant 6 mois que des graines germées. Eh bien, vous avez une forme éblouissante parce que c'est des aliments qui contiennent la vie. Et c'est l'inverse des aliments commerciaux qui sont calculés, fabriqués pour vous rendre malade. Parce que malheureusement, aujourd'hui, c'est les mêmes fabricants de chimie qui mettent de la chimie dans les aliments et qui vous vendent des médicaments chimiques pour lutter contre les maux qu'ont créés les aliments. Moi, j'ai eu une chance dans ma vie, c'est de rencontrer un homme extraordinaire qui s'appelait Edmond Bordeaux-Sekeli, qui est celui qui a fait remettre en vigueur à notre époque l'enseignement des Esséniens. Et les Esséniens, c'est passionnant, c'est des gens qui vivaient du temps du Christ, qui étaient des communautés de thérapeutes. Et une des choses que ces Esséniens faisaient, c'est de faire germer des graines. Et avec des graines germées, on peut, avec très peu d'argent, se nourrir pendant des mois. Donc, la graine germée contient tout ce qu'il n'y a plus dans les aliments industriels. Et c'est vraiment passionnant. Oui, complètement. Ce sont des véritables concentrés d'énergie vitale. Et d'ailleurs, vous êtes un grand passionné de l'alimentation vivante. Vous avez écrit des ouvrages à ce sujet. Donc, vous avez cet ouvrage sur les graines germées, un autre ouvrage qui s'appelle L'alimentation vivante pour votre santé. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous vous êtes passionné pour le vivant comme ça et pour cette alimentation vivante? Alors, j'ai compris que l'alimentation était une des clés très importantes de la santé, mais ce n'est pas la seule. Parce que ça, c'est le corps physique. Il faut aussi s'occuper du corps émotionnel, du corps mental, du corps spirituel. Moi, l'image que j'ai depuis un demi-siècle, c'est un cheval qui galope.
Et un cheval qui galope, il a 4 pattes. Ou 4 jambes, comme on dit plutôt, parce qu'il paraît qu'il faut dire des jambes pour les chevaux. Mais un cheval qui voudrait gagner le Grand Prix de Longchamp sur une patte ou sur 2, ça va pas. Et quelqu'un qui veut être en bonne santé en s'occupant que d'un de ses corps, ça marche pas non plus. Donc l'alimentation, c'est très important, mais ça ne suffit pas. Il faut ensuite s'occuper des autres corps. Mais quand on va dans cette dynamique, le côté passionnant, c'est qu'on découvre qu'en fait, la nourriture, c'est pas seulement les aliments. On peut se nourrir de parfums, de couleurs. Quand on regarde une fleur, on est nourri. Parce que la vibration de cette fleur nous nourrit. Et on peut se nourrir de toutes sortes de vibrations qui font que peu à peu, on peut manger moins, manger mieux. Et puis, il y a même des gens, moi j'écris des préfaces pour des livres comme ça, de gens qui mangent plus du tout. Le premier livre qui est apparu en français là-dessus, d'ailleurs qui a été publié chez Lanor, justement, c'est Se nourrir de lumière, de Jasmine. Et moi, je l'ai traduit parce que j'avais rencontré cette femme il y a de nombreuses années. On m'a dit, elle mange rien depuis 7 ans. Moi, à l'époque, je ne croyais pas à une chose comme ça. Et en parlant avec elle, j'ai vu qu'elle ne mentait pas. Et du coup, j'ai traduit son livre en français. Il y a des dizaines de livres là-dessus. C'est des gens qui ont découvert que, qualitativement, on peut peu à peu diminuer les quantités et augmenter la qualité pour avoir des aliments vivants. Et puis, l'aliment numéro 1, c'est le soleil, c'est la vie, c'est la nature. Et quand on se nourrit de ce que certains appellent le prana, qui est l'énergie de vie, eh ben, on a moins besoin des aliments classiques. C'est passionnant de voir ça, parce que notre première nourriture, il ne faut pas oublier ça, c'est la lumière qui vient de notre corps de lumière. Et s'il n'y avait pas ce flot de lumière qui fait vivre mon corps, si je coupe ce flot de lumière, je meurs à la seconde. Donc le corps physique vit en partie avec des aliments, mais aussi en partie grâce à la lumière. Et quand on entre dans cette vibration, on voit que tout est lumière. Les aliments, c'est de la lumière concentrée. Que fait le végétal? Il prend le soleil et il fait un stock d'énergie solaire. Donc quand on mange des aliments naturels, des graines germées, des fruits, des légumes, on a de l'énergie solaire. Donc c'est passionnant d'être dans une dynamique qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on va vers une humanité qui peu à peu va sortir de ce que j'appellerais l'enfer McDonald's, c'est la croyance que c'est ça qui est bien, qui nous rend malades, pour aller vers une alimentation toujours plus consciente et toujours plus libérée des faux dogmes de la diététique quantitative. Parce que la diététique des multinationales, elle est quantitative. On vous dit tant de grammes de protéines, etc. Et quelque part, c'est pas ça qui compte, c'est la qualité. Parce que la qualité, quand quelque chose vraiment nous plaît, et on le voit bien parce que quand vous mangez quelque chose, le contexte joue un rôle énorme. Si vous riez avec des amis, vous avez un repas de bonne humeur, vous digérez beaucoup mieux que si vous mangez triste, seul. Complètement, mais ça c'est certain, on peut tous s'en rendre compte. Un beau repas en belle compagnie, on digère super bien, même s'il y a un peu des excès, ça passera tout seul. Et alors vous avez une approche vraiment holistique, vous venez de le nommer, vous vous intéressez à 4 plans, alors on peut même dire qu'il y a 7 plans, en vision naturopathique, il y a aussi 3 plans en plus, mais vous, les 4 grands plans que vous nommez, donc c'est le plan physique, le plan émotionnel, le plan mental et le plan spirituel. Comment on peut nourrir au mieux ces plans selon vous ? Tout à fait. Alors, le plan physique, c'est l'alimentation. Et puis, bien sûr, on nourrit aussi le corps d'exercice, de mouvement. Ça, c'est évident. Le corps émotionnel, il se nourrit de joie, d'amour et de libération des émotions dites négatives. C'est qu'il s'agit que la peur, la colère, la tristesse, il ne faut pas les garder. Parce que c'est toxique. Si je reste avec ma tristesse comme ça, non. Il faut que ça sorte. Et là, l'idée est simple, c'est de prendre des moments d'enfance. Parce qu'un enfant de 3 ans, il sait faire ça. Il pleure, il crie, il hurle. Il est encore vivant. Le drame, c'est que l'éducation nous a zombifiés. On a fait de nous des gens sérieux. Alors, quand l'enfant est petit, on l'assied sur une chaise pendant des heures à l'école, ce qui est totalement inhumain entre nous, soit dit. Parce que rester assis, c'est catastrophique. Mais au moins, il y a la récré. L'enfant, il chante, il danse. Mais à 10 ans, à la récré, il va fumer une cigarette. Donc, on est entré dans un monde de gens qui ne vivent plus dans leur corps. Et la plupart des gens ont une vie physique catastrophique parce que, justement, les émotions ne circulent plus. Ils gardent tout dedans, ou alors ils tapent sur les autres. C'est pas... et la violence, on peut y mettre un terme. Moi, il y a un exercice que j'enseigne depuis un demi-siècle, c'est le tigre. Je fais dans toutes mes conférences. C'est que je dis aux gens, est-ce que vous pensez, par exemple, c'est 20h30, est-ce que vous pensez qu'à la fin de la conférence, dans 2 heures, vous puissiez être en pleine forme? Qui pense que c'est possible? Personne ne lève la main. Tout le monde dit, dans 2 heures, on sera fatigué. Mais quand je leur fais faire le tigre, qui est un exercice simple, où on crie, on lâche, les gens sont en pleine forme. On lâche la fatigue quand on lâche sa colère. Et c'est important parce que la colère, c'est une émotion, c'est juste d'être en colère quand tout ce qui ne va pas dans le monde. Mais si je veux, avec de la colère, changer le monde, je ne change rien. Parce que là, à ce moment-là, le système est très organisé. Si je suis un mouton blanc qui obéit, tout va bien. Si je suis un mouton noir rebelle, on me tape dessus,
on m'envoie des gaz lacrymogènes et je ne change pas la situation. L'élément clé pour moi, c'est d'abord lâcher notre colère. Et ensuite, on va pouvoir agir, mais sans charge émotionnelle. On ne va pas agir pour casser ce qui ne va pas, on va agir dans la paix, dans la joie, dans l'amour, et on va faire ce qu'on a à faire. Et c'est comme ça que je vois le futur. C'est que de plus en plus de gens arrêtent d'obéir à quelqu'un d'autre pour faire ce qu'ils sentent qui est juste pour eux. Et quand on est comme ça, guidé par son corps de lumière, eh bien, on est guidé de l'intérieur. Et c'est ce qu'on avait comme petit enfant, et c'est ce qu'il faut retrouver par une démarche personnelle. Oui, complètement, en prenant soin aussi de nourrir ses passions, d'aller vers ce qui nous anime, Voilà. vers ce qui nous procure de la joie. Si on aime chanter, on chante. C'est Si ça. on aime peindre, on peint. Et vraiment de retrouver cette innocence et cette spontanéité. On en parlait dans un autre podcast, de se reconnecter pleinement avec son enfant intérieur. Ça, c'est très précieux pour nourrir justement le plan émotionnel. Oui. Alors, sur le plan émotionnel, il y a aussi un autre aspect que j'ai travaillé, qui est le suivant. C'est que nous avons tous des blessures. C'est-à-dire que nous avons tous vécu, dans cette vie ou dans d'autres vies, des situations dans lesquelles on a été désespéré, malheureux, en colère, etc. Et on a comme congelé un personnage. Ce que nous, on appelle les sous-personnalités psychoactives. C'est-à-dire qu'on a des personnages qui, émotionnellement, sont restés bloqués. Et alors, beaucoup de gens, c'est le drame, c'est qu'ils aimeraient être heureux au rez-de-chaussée. Alors, ils mangent bien, ils font du sport et tout, mais ça marche pas. Parce que dans la cave, il y a des personnages qui appellent au secours. Alors, l'élément clé, moi j'ai appelé ça la psychothérapie spirituelle, c'est d'emmener les gens en voyage intérieur, en méditation, en état méditatif, pour retrouver les situations dans lesquelles un personnage est resté bloqué. Et ce travail est passionnant, moi je fais ça depuis 50 ans, c'est que quand les gens retrouvent le personnage, quand ils le libèrent en lui faisant lâcher ses émotions, en le faisant danser, eh ben, tout d'un coup, le personnage n'est plus en train de pleurer dans la cave à vous tirer vers le bas, vous l'avez mis dans la lumière. Et là, vous récupérez ses talents. Moi, j'ai comme ça des tas d'histoires de gens qui ont récupéré des talents extraordinaires simplement parce qu'ils avaient bloqué ces talents à cause d'une expérience négative. Vous voyez un exemple classique, vous êtes une grande guérisseuse au Moyen-Âge, vous soignez les gens avec les plantes, avec etc. Et puis on vous met sur un bûcher. Et quand vous allez sur le bûcher, vous maudissez vos talents. Vous dites, c'est à cause de mes talents que je meurs, et la guérisseuse est bloquée. Et ça donne des gens après qui s'intéressent. Ils vont suivre des stages, mais ils ont peur. Ouh, non, il ne faut pas que je m'installe comme guérisseuse, parce que alors là, je vais de nouveau... Ils ont des schémas. Et toutes nos peurs sont des mémoires. Ça, c'est passionnant à comprendre. Si vous avez peur de quelque chose, eh ben, c'est une mémoire. Moi, je me rappelle d'un homme qui me dit, moi, dès que j'entends jouer du piano, ça me rend malade. J'ai peur, je me sens glacé d'effroi. Le piano. Pourquoi le piano? Mais quand il est remonté dans le temps, il a découvert qu'il avait été un virtuose du piano, mais qui jugeait les autres comme nuls. Et ces gens qui jugeaient comme nuls l'ont empoisonné et il est mort en maudissant le piano. C'est à cause de son art qu'il mourrait, croyait-il. Parce que ce qu'on a souvent raté dans cette vie ou dans d'autres, c'est que les jugements négatifs attirent une expérience. Si je juge que les autres sont mauvais, nuls, etc., ce jugement revient comme un boomerang. Et là, je vais vivre une expérience où je ne me rends pas compte, je crois que c'est à cause de mes talents que je meurs. Non, je meurs à cause des jugements que j'ai portés. Donc la clé, ce qu'on doit apprendre, c'est à ne plus juger. Nous sommes sur une planète d'école pour apprendre l'amour. Et l'amour, c'est de voir les autres non pas comme mauvais, mais comme immatures. C'est quelqu'un peut être très bon dans un domaine, mais qui vous dit que dans un autre, il l'est aussi. Donc si quelqu'un est mature dans certains domaines, il peut être immature dans d'autres. Moi, je le dis pour moi. Je me considère comme dans certains domaines mature, je suis un bon enseignant, mais j'ai des domaines, par exemple, si vous me demandez de réparer une voiture, je suis totalement immature. Je suis pas mauvais, mais je suis nul. Et je crois que le futur, c'est qu'on puisse s'entraider tous, là où on voit que l'autre est plus mature que nous, qui nous apprenne quelque chose, on va être l'élève, et là où on voit qu'on est plus mature que lui, on va pouvoir lui apporter quelque chose qui lui manque. Complètement. Et ça, moi, ce qui me passionne dans ce domaine, c'est que j'ai la chance d'enseigner ça avec mon épouse, Joanne Razanamay, qui, elle, a quelque chose de particulier, c'est qu'elle voit ces personnages intérieurs autour de la tête des gens. Comme un peu si c'était la coiffe d'un chef amérindien. Elle voit ça depuis son enfance. Elle a toujours vu ça. Donc elle peut aider les gens à voir les personnages en eux qui sont bloqués. Et c'est vraiment passionnant, parce que ça donne une espèce de dynamique de libération, où on ne va plus juger, on va voir ce qui est immature, et on va permettre à nos facettes immatures de grandir. C'est magnifique de pouvoir avoir accès à ça. C'est passionnant, oui. Oui. Et alors le plan mental, qui est quand même un plan qui peut poser beaucoup de problèmes, parce que le mental adore nourrir tout ce qui est un petit peu... Enfin, il se nourrit de tout ce qui est un peu négatif, tout ce qui est... Alors, il y a les deux, n'est-ce pas? C'est notre cerveau gauche, l'intellect, qui contient tout le négatif. Le cerveau droit, qui est l'imagination, l'intuition, la méditation, lui, il est ouvert à la spiritualité, et une spiritualité d'émerveillement. Et le mot-clé pour passer du cerveau gauche au cerveau droit, c'est l'émerveillement.
Dès que vous êtes dans le cerveau gauche, les soucis, les problèmes, vous êtes dans la tragédie, etc. Dès que vous osez... Alors, nous, on enseigne un geste très amusant pour passer de l'un à l'autre, c'est de faire les marionnettes. Quand vous faites les marionnettes, c'est ce qu'on fait quand on voit un petit bébé. On sait qu'on ne peut pas lui parler, il ne parle pas encore, alors on fait arre. On prend l'air un peu idiot et on fait les marionnettes. Et comme ça, on va communiquer par le cerveau droit, par télépathie. Alors, dès que vous faites ce geste des marionnettes, tout d'un coup, la tragédie du cerveau gauche s'effondre et la comédie, vous voyez les choses avec humour et avec amour. Et là, dans cette dynamique, quand votre cerveau droit s'ouvre, alors vous allez pouvoir entrer dans ce qu'on appelle aujourd'hui le chamanisme, qui est de pouvoir faire des voyages de conscience dans d'autres réalités. Parce que la réalité matérielle, c'est une longueur d'onde, mais il y a la réalité émotionnelle, mentale, spirituelle, puis il y a des tas d'autres corps plus hauts. Donc, on va pouvoir explorer les mondes non matériels, mais sans que ça soit avec des principes religieux fixes, sans que ça soit des croyances. Tu dois croire ça. Si tu crois que Dieu s'appelle Allah, ça va, mais si tu crois qu'il s'appelle autrement, je te tue. On a tué des millions de gens au nom des religions. Donc il faut sortir des systèmes fermés. Il faut permettre aux gens d'accéder à ce qu'ils ont à l'intérieur. Et pour nous, dans nos enseignements, tout le monde a un côté thérapeute ou chaman à l'intérieur. Et c'est pas quelque chose qui est réservé à quelques-uns qui sont allés dans un monastère du Tibet. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Et les enfants l'ont. Si vous regardez un enfant, vous avez mal à la tête, il vient, il vous met la main sur la tête. Parce qu'il a encore cette conscience qu'il peut prendre votre mal et le laisser partir. Donc ce côté de réveiller le chaman ou le thérapeute qui est en chacun, c'est vraiment passionnant. Parce que ça va nous permettre de nous épanouir dans tous les domaines. Complètement. Et à partir du moment où on chérit chacun de nos plans, finalement, après, ça devient un vrai cercle vertueux. Oui. C'est-à-dire que s'il y a un plan qu'on met de côté, que ce soit le spirituel, le mental, l'émotionnel, au bout d'un moment, ça va coincer quelque part. Donc, c'est pour ça que l'exemple qu'on prenait au début, c'est super de très bien nourrir son corps physique et c'est fondamental parce que ça va forcément aussi influencer positivement nos pensées, etc. Mais si on ne s'occupe pas des autres plans de manière très rigoureuse, sérieuse et avec toute l'attention qu'on peut y mettre, il y a un moment donné, ça va coincer. Et vous disiez très bien, il y a des gens qui ont une alimentation irréprochable et pourtant, il y a encore quelque chose qui bloque. Oui. Et donc, ça veut dire qu'il y a d'autres choses à aller voir sur les autres plans et qu'on ne peut pas s'intéresser juste à un seul plan. C'est toute la beauté de cette approche très holistique que nous avons en commun aussi, c'est d'accompagner des êtres à se reconnecter, à aller mieux sur tous les plans de leur être. Tout à fait. Et c'est ça, je trouve, qui est vraiment passionnant. C'est de sortir des éléments où on oppose une école à une autre, où on oppose une pratique à une autre, ou bien on veut dire la macrobiotique c'est mieux que l'instinctothérapie, ou etc. Ça, ce sont des guerres du passé pour moi. La clé, c'est de découvrir tout ça avec émerveillement, avec joie d'apprendre quelque chose. Et puis quand on a découvert quelque chose d'utile, on va pouvoir le gérer, ça va être dans notre boîte à outils. Ça veut dire que quand on en a besoin, on va l'utiliser. Mais on n'est plus victime, on n'est plus dépendant de l'extérieur. Complètement. Et alors vous, Tal, aujourd'hui, comment vous vous nourrissez d'un point de vue holistique ? Alors justement, moi je ne veux plus avoir en question de classification. Je veux pouvoir être de temps en temps ça, mais d'être mobile. Par exemple, je vois ça avec le prana. Les gens qui se nourrissent de prana, moi j'ai fait plusieurs préfaces à des livres qui ont été écrits sur ce sujet. Le problème que ça pose, c'est que si vous dites « moi je ne mange plus jamais, je suis nourri que par le prana », dans la société, c'est pas facile à gérer. Et moi j'ai vu ça avec Jasmine, qui a eu beaucoup d'ennuis avec ça. Parce qu'elle a commencé à parler de ce qu'elle faisait elle s'est fait démolir dans les médias. Parce qu'on a dit c'est une folle, elle raconte n'importe quoi. Parce que simplement, les gens n'étaient pas prêts à entendre ça. Donc moi, mon rôle, c'est que je ne veux pas être classifié. Oui, je suis végétarien par moment, mais je ne veux pas être que végétarien. Et alors, j'ai mis en place toutes sortes d'ailleurs de stratégies intéressantes pour pouvoir être avec les gens sans forcément faire ce qu'ils veulent. J'ai comme ça un e-book qui s'appelle « Guérir la boulimie » et qui donne une technique très amusante. C'est quand vous avez envie de quelque chose, mais prenez-le donc, mâchez-le, mais avant de l'avaler, demandez à votre cerveau ce qu'il en pense. Et si le corps vous dit non, vous recrachez, comme font tous les bébés du monde. Un bébé, ou un animal sauvage, il met dans la bouche, et puis s'il sent que c'est pas bon, il crache. Et cette technique permet, pour les boulimiques, c'est génial. Parce que du coup, ils peuvent dire oui, ils peuvent prendre ce qu'ils veulent, mais pas l'avaler. N'avaler que ce qui est bon pour le corps. Et ça donne une dynamique passionnante de libération, en quelque sorte, où on peut goûter à tout, mais avec un mode d'emploi qui est, je dirais, d'avoir le plaisir, mais sans avoir le drame. Où vous prenez quelque chose, c'est bon, vous êtes content, puis après c'est lourd, et vous vous sentez « Ah, j'aurais pas dû manger ça, mon Dieu, etc. » Moi, j'ai appelé mâcher sans avaler cette technique, j'ai appelé ça l'amour sans la syphilis. Pourquoi ? Parce qu'au Moyen-Âge, le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils voulaient du sexe. Ils avaient envie de sexualité. Mais la syphilis tuait beaucoup de monde aussi.
Soit dit en passant, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que les gens mouraient pas tellement de la syphilis, ils mouraient des traitements qu'on leur donnait. On leur donnait des doses de mercure incroyables. Et ça, c'est impressionnant de comprendre ça, c'est que beaucoup de traitements médicaux ont été bien pires que les maladies. Alors, la clé, c'est de donner aux gens une sorte de dynamique où ils vont apprendre peu à peu, d'abord s'informer. Je dis ça pour donner un autre domaine. Dans le domaine des vaccins, je dis aux gens, informez-vous. Je ne veux pas, moi, être pour ou contre les vaccins, parce que ça, c'est une position tranchée. Et là, j'aime pas ces positions. Moi, je dis aux gens, on vous dit que les vaccins, c'est formidable. Ok, on vous dit ça, c'est très bien. C'est comme si on vous dit, voilà, ça, c'est la ville de Lyon. Mais moi, je vous dis qu'il y a une ville qui s'appelle Genève, très jolie ville aussi. C'est tous ces milliers de chercheurs qui disent que les vaccins, c'est toxique, inefficace et inutile. Alors, informez-vous, et quand vous aurez vu Lyon et Genève, vous choisirez si vous voulez aller à Lyon et Genève. Mais ne croyez pas que si les gens de Lyon disent que Genève n'existe pas, Genève n'existe pas. Parce que le drame d'aujourd'hui, c'est que les médias censurent complètement toute information qui n'est pas le dogme, la doxa. Vous devez croire ça. Et puis surtout, ne réfléchissez pas, obéissez. Alors que nous, on dit aux gens, informez-vous. Prenez des informations, regardez autre chose que... Puis, comme vous faites pour une voiture. Vous n'achetez pas forcément la Peugeot qu'on vous a montrée. Vous dites merci, mais je vais aller voir Citroën. Donc, il faut que les gens aient ce choix de voir ce qui existe et qu'ensuite, ils fassent eux-mêmes leur marché. C'est-à-dire qu'ils choisissent ce qui leur correspond. Parce que c'est ça, la liberté. Complètement. Et il y a aussi cette notion fondamentale qui est majeure en naturopathie, c'est qu'on est tous uniques. Donc la notion d'individualisation, elle est primordiale. Ce qui est bon pour vous peut être poison pour moi et vice-versa. Oui. C'est-à-dire que ce qui correspond à quelqu'un n'est pas forcément ce qui va correspondre à quelqu'un d'autre. Et donc aujourd'hui, ce qui est assez dommageable dans le domaine de la santé, etc., et même de l'alimentation, c'est qu'on dit il y a un super régime, il est top, il va vous faire aller du feu de Dieu, alors qu'en fait, peut-être que cette façon de se nourrir conviendra très bien à quelqu'un, mais pour quelqu'un d'autre, ce sera complètement délétère. Et donc, c'est très important, l'individualisation, c'est fondamental. Je vais vous faire rire, j'ai connu un Américain, c'est un éleveur de chevaux. Alors, il s'est dit, l'Amérique a gagné la Deuxième Guerre mondiale grâce au corned beef, il en a acheté des tonnes. Et chaque jour, il prenait 2 boîtes de corned beef. Et pendant 20 ans, il s'est porté comme un charme en mangeant que du corned beef. C'est un cas un peu extraordinaire, mais parce que c'était sa croyance. Et le jour où quelqu'un est venu le persuader que le corned beef était malsain, il a perdu pied. Donc l'élément fondamental, c'est qu'est-ce qu'on met comme énergie dans ce qu'on croit. Parce que c'est vrai qu'on avait fait l'expérience avec des tomates, c'est à Bruxelles, qui étaient élevées au bord d'une autoroute. Alors elles étaient bourrées de plomb. D'accord ? Alors on disait aux gens, voilà, vous mettez la tomate devant vous, on avait mesuré le plomb, et vous mettez vos mains comme ça et vous parlez à la tomate. À votre façon, vous lui dites « dépollue-toi ». Alors, si vous êtes chrétien, vous pouvez appeler Jésus ou Marie. Bref, mais l'idée, c'était que vous mettez votre énergie dans cette tomate pour lui demander poliment d'être dépolluée. Et on a vu que les tomates, il y avait passé 3 minutes entre les mains des gens, il n'y a plus de plomb dedans. Donc nous sommes des artisans de miracles. Nous pouvons faire des miracles. C'est ce qu'on voit qu'un enfant, quand il est malade, on lui donne un verre d'eau. Tu sais, j'ai mis une énergie magique. Bois le verre d'eau et l'enfant guérit. Parce qu'il vous croit. On transmet quelque chose. Et c'est ça le côté passionnant, c'est que plus les gens apprennent à être en bonne santé et heureux, plus ils émettent cette vibration qui donne envie aux gens de les imiter. Complètement. Oui. Et alors vous, Tal, vous proposez avec votre épouse des stages dans le sud de la France et un petit peu partout dans le monde. Et alors vous allez, durant ces stages aussi, aider les gens qui sont un peu déboussolés, qui ont perdu le contact avec leur boussole intérieure, finalement, à se reconnecter un petit peu avec cet instinct primaire qui est... je suis attirée par ça, donc ça veut dire certainement que mon corps en a besoin. Donc vraiment, vous sensibilisez aussi les gens à être vraiment à l'écoute d'eux-mêmes. Oui. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi avec des malades mentaux. J'ai même fait un e-book là-dessus qui s'appelle « Comment un malade mental peut sortir des griffes de la psychiatrie chimique et devenir thérapeute ». Parce qu'en 50 ans, j'ai vu beaucoup de gens comme ça, qui étaient vraiment des malades graves, qui traînaient dans des asiles, enfin désespérés. Et la question que je leur posais, c'est « Est-ce que ça vous dirait un jour d'être thérapeute ?» Et ceux qui me disaient, si je pouvais aider des gens à sortir de ce que je viens de vivre, ah oui. Parce que curieusement, l'être humain est très motivé pour aider les autres, des fois plus que s'aider lui-même. Et j'ai vu beaucoup de gens comme ça, grâce à une démarche personnelle, de changement de leurs habitudes alimentaires, de gestion émotionnelle et tout, devenir des gens rayonnants, merveilleux. Donc rien n'est jamais définitif. La beauté, c'est que tant qu'on est en vie, il y a toujours de l'espoir. Exactement. Et quand on prend conscience qu'on est constitué de plusieurs plans et qu'on chérit tous ces plans, il y a de vrais miracles. Et vous disiez tout à l'heure qu'on est déjà un miracle. C'est déjà un miracle, la vie. Mais en plus, si on prend soin de notre être dans toute sa globalité,
c'est là qu'il y a de magnifiques choses aussi qui se produisent et qu'on peut se révéler pleinement au monde. Tout à fait. En tout cas, cher Tal, je vous remercie infiniment pour ce temps partagé et de nous avoir livré votre vision de l'alimentation. Alors, vous pouvez retrouver, chers auditeurs, davantage d'informations dans tous les beaux ouvrages de Tal Chaleur aux éditions Fernand Lanor. Il y a énormément d'ouvrages sur l'alimentation et puis d'autres ouvrages aussi qui traitent de plein d'autres thématiques dont on vous invite grandement à découvrir tous ces ouvrages. Et puis, vous avez aussi un site internet, Tal, qui est www.santéglobale.world. World. W-O-R-L-D. W-O-R-D. Le monde en anglais. Oui. Voilà. En tout cas, on indiquera toutes ces informations dans la barre d'infos du podcast. Et merci infiniment, Tal, pour ce moment partagé. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir. Merci. Merci. Et j'espère à très bientôt pour de nouveaux podcasts sur d'autres thématiques. Et d'ici là, prenez bien soin de vous, chers auditeurs. Prenez bien soin de vous, cher Tal. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Merci beaucoup. E-Live, Comment je me nourris. Une émission présentée par Alice Vanoy, naturopathe et spécialiste alimentation vivante, végétale et gourmande. En collaboration avec les éditions Fernand Lanor qui existent depuis le XXe siècle, tournées vers la santé, le bien-être et le développement personnel.